c'est notre histoire. Nous sommes 10 jeunes, venus de tout pays, embarqués pour un tour du monde par les îles, à bord de Fleur de l'Empole. À travers mers et océans, nous naviguons vers des îles de toute culture. Ce que nous voulons, c'est partager la vie des enfants de l'an 2000. Ils portent en eux des interrogations qui sont les nôtres à l'aube du 3e millénaire. Comment vivre avec la nature tout en la respectant? Comment partager entre tous les ressources de la planète? Ensemble, nous voulons imaginer un monde qui est la couleur de nos rêves. Nous avons réalisé nous-mêmes certaines séquences de ce film. C'est notre carnet de bord en images, le récit de nos découvertes. Harry, réveille-toi, on est en Guyane. Harry, on est en Guyane. Oh, are you doing the news again or something? Alex, What are we doing? Alex, on est en Guyane. On est en Guyane. Quoi? On est en Guyane. Guyane. It's a bit... Mais si, on est en Guyane. En Angleterre? Mais oui. Ah, tu rigoles? Du vol à forcément quand même. Ouais, viens. C'est super. On est en Guyane. Oh non, Caro, venez. Venez voir, c'est là. C'est où? Là-bas, regardez. Mais je vois pas. Mais si, regarde là-bas le petit point. Ah ouais, c'est la Guyane. C'est une petite bande verte. C'est la Guyane. Les Indiens, la forêt, tout ça. Fini l'écart, le mal de mer, c'est extra. Je suis trop contente. Le fleuve Maroni va nous permettre de pénétrer au cœur de la forêt amazonienne. La plus grande forêt du monde, un océan végétal qui s'étend sur 6 millions de kilomètres carrés. Nous allons gagner l'île de Coswin, dans le delta du Maroni. Là-bas, des Amérindiens Kalinia ont créé un village, Ayawande. On est en train de remonter le fleuve Maroni. C'est la frontière entre le Suriname et Guyane française. Ils sont grands les arbres, hein? Et ici, c'est tout au calme. C'est magnifique. Je me sens comme dans un cœur de la vie. On entend des cris, on entend des perroquets, des fois on ne sait pas ce que c'est. Une fois j'ai vu un papillon, il y avait un bleu mais vraiment flashant quoi. C'était extraordinaire. Je sais pas quoi dire, il me manque des mots. Ah Gouli, t'entends? Un perroquet? Ouais. Tu as entendu? Je sais qu'il part dans les arbres par là-bas. Ouais. Bonjour! Nous arrivons en vue du village indien. Aucune route ne mène à Ayawande. Ici, la forêt s'étend encore à l'infini, intacte. C'est l'univers des Indiens. Nous allons la découvrir avec eux. Quelle surprise pour les Kalinia de voir Fleur de l'Empole jeter l'ancre devant le village. L'un des Indiens nous a dit « On a cru que c'était Christophe Colomb qui revenait ». Les Kalinia appellent les Blancs les Palanagulu, les esprits des vagues. Ron a 12 ans. Il va devenir l'un de nos guides
pour découvrir le monde des Amérindiens. Ron et ses parents invitent quelques-uns d'entre nous à passer la nuit au village. Je m'imaginais avec des plumes sur la tête, avec des tam-tams, quoi. J'avais jamais vu des Indiens comme ça. Je croyais que c'était des tentes, avec comme les tentes, les Indiens des cow-boys. Le lendemain matin, les autres nous rejoignent au village. Salut Véro. Salut Véro. On se met où? Salut. Bah en fait, vous vous mettez là. On peut tous s'installer là? Puis là aussi. Ouais. Ok. Ici? Moi, je me mets là. Et super confortable. On se met les deux là. Attends, je vais poser mon sac. Ok. Qu'est-ce que c'est que tu installes là? Je suis en train d'installer une moustiquaire. Il y a beaucoup de moustiques. Ah ouais, énormément. Est-ce qu'on dort bien dans les hamacs? Ouais, on dort super bien dans le hamac, mais il faut savoir comment dormir dedans. Et on a vraiment froid la nuit, quand on dort sans couverture. Ce qui est chouette dans le hamac, c'est on peut discuter avec les filles, on peut discuter avec les copines. Et c'est chouette. Hein. Bonjour, je m'appelle Sharon, j'ai 9 ans et demi, j'habite à Kossuth. Je m'appelle Sébastien, j'ai 8 ans, j'habite à Kossuth. Bonjour, je m'appelle Ronnie, j'ai 8 ans, j'habite à Kossuth. Il s'appelle comment? Cocotte. Cocotte? Gentil perroquet. De la cocotte, c'est like. Va vers Ah, la ma cocotte. Voilà. On va parler là-bas, Il y aura quoi? regarder les singes. D'accord. Alors ils sont là les singes? Oui. C'est pas Guillaume. Il se cache. Vous avez déjà mangé du singe? Oui. C'est bon? Vous mangez quoi d'autre comme animaux? Des agoutis. Pardon? Agoutis. Ah oui, c'est des espèces de gros rats ça. Oui, comme lapin. Ah ouais. Oh, oui. Bah, en fait, maintenant, ils vont nous mettre du roux sur la peau, je pense. Alors, on y va. Tiens, on peut faire. On fait. Notre sang, voilà. Tiens, donc on va commencer. Tacha, ça donne quoi chez toi? Aucune idée. Moi non plus. Vous faites souvent du recours, vous, sur la peau? Oui. Ah bah maintenant, ça va être à nous de vous le faire. Hein. Qui vient? Non. On fait comment, on écrase comme ça? Oui. Le recours. Non mais c'est marrant ces petits trucs parce que d'abord en fait c'est des graines noires quoi. Et après dès qu'on appuie ça fait tout rouge. Ça fait trop marrant. Le village d'Ayawande ne compte que 27 habitants. Tous descendent d'une même arrière-grand-mère. Pendant que les filles nous font visiter le village, Ron et son grand frère Erwin emmènent Alexandre en pirogue dans la mangrove. La mangrove est formée de palétuviers, ces arbres qui ont pour particularité de pousser dans l'eau salée. La mangrove couvre des dizaines de milliers d'hectares sur le littoral guyanais, là où l'influence de la marée se fait sentir. La végétation dense et la vase rendent la mangrove difficile à pénétrer, mais les Kali'na y sont parfaitement à l'aise. C'est un écosystème particulièrement riche, car de nombreux poissons viennent s'y reproduire. Les Indiens Kali'na, que l'on appelle également Galibi, vivent sur le littoral guyanais depuis plusieurs siècles. Ils aiment la chasse, comme la plupart des Amérindiens, mais ce sont avant tout des pêcheurs. Le poisson abonde à l'embouchure des fleuves. Ron et Erwin entreprennent de pêcher notre dîner. Cette nuit, ils ont quelque chose à nous montrer. Pas question de rentrer au village. Nous nous rendons à l'embouchure du Maroni.
Et là, sur le sable, Ron découvre les traces d'une énorme tortue. Elle est sortie de la mer pour gagner le haut de la plage. C'est quoi comme tortue? C'est une tortue carrette? Carrette. Il y a que ça ici sur l'île? Non, il y a aussi des tortulutes. Elle est belle, hein? Ouais. Elle est grosse même. Elle est big. Elle est en train de recouvrir ses œufs, elle a fini de pondre. Ouais, pour que personne ne trouve. Voilà. Mais moi, j'en vois plusieurs, hein, tous les matins quand on va à l'école. T'en vois sur la plage comme ça, quand tu passes? Même le matin. Oh là là. Si tu veux, on va chercher des tortulutes. Ouais, un peu plus loin. Ouais. Ron trouve une tortulute. Elle semble sortie tout droit de la préhistoire. Regarde, c'est la plus grande tortue du monde. C'est une tortulute, ça? Ouais. Elle est grosse. Regarde, elle pleure à moitié. C'est un liquide qui ressort pour pas, à mon avis, que ses yeux ils sèchent et pour pas qu'il y ait de sable. C'est un peu gluant. D'après toi, combien d'œufs elle peut arriver à faire comme ça? On doit à peu près 40. 40. La plage des Hattes est le principal site mondial pour la reproduction des tortulutes. L'endroit est protégé. Mais parfois, des braconniers viennent en pirogue voler les œufs à peine pondus pour les vendre au Suriname. « 5h30, une matinée comme les autres pour les enfants d'Ayawande. Nous les accompagnons à l'école à une demi-heure de pirogue. Elle est située dans le gros village amérindien d'Awala Yanumapo, sur le littoral. La scolarité se fait en français. Ce n'est pas la langue maternelle des jeunes Amérindiens. Je prends la feuille de Germain, qui est comme ça. Je l'ouvre. Ici, vous écrivez ce que j'aime. Ce que j'aime. Les enfants savent bien qu'ils ne vivront pas toujours dans leur village isolé. Lorsqu'ils seront grands, il faut qu'ils soient capables de se faire une place dans le monde des Blancs. C'est un univers qui les fascine et les inquiète. Avec ta règle, tu vas. Ils apprennent à le connaître à l'école. Mais chaque après-midi, la vie indienne reprend ses droits. Très tôt, les enfants Kalinia participent aux activités des adultes. Gaëtan, le père de Ron, nous emmène relever ses filets en mer. Il y en avait quelques-unes qui étaient prises dans le filet, bien il y en a qui sont sortis. Hein. Ils ont des épines? Ça c'est vraiment dangereux. C'est typique, ça fait très mal. C'est plus mal qu'une piqûre. Attention. Toi, c'est ton métier d'être pêcheur? Oui, oui. C'est ça que je fais dans la vie. De la pêche. La pêche? Ouais. 2 ou 3 fois par semaine, Gaëtan part mouiller ses filets à l'embouchure du Maroni. La vente des poissons lui permet d'acheter les produits de première nécessité dont sa famille a besoin. Mais pour l'essentiel, les Kalinia produisent eux-mêmes ce qu'ils consomment. Je suis partie avec Lydia, la mère de Ron, travailler à l'Abati. L'Abati, c'est le jardin sauvage des Indiens, une petite parcelle défrichée en pleine forêt. L'agriculture est surtout le travail des femmes. Il fait vraiment très chaud et le travail est dur. Le
où on est, les arbres sont brûlés. Comme cela, les cendres enrichissent la terre. Et après, on nettoie bien la terre pour que plus rien ne recouvre le sol. On fait des trous et on plante le manioc et le maïs. La grand-mère de Ron compose pour nous un chant. Il raconte l'histoire de 2 filles blanches qui sont venues apprendre la vie des femmes Kalinia. Elles ne parlent pas français. Pourtant, nous arrivons à nous comprendre. Maya Dakawuton. Maya Dakawuton. Oui. Maya Daka. Au village, le manioc râpé est cuit pour former de grandes galettes que l'on appelle cassaves. C'est un peu l'équivalent de notre pain. Le manioc est un tubercule que l'on peut récolter toute l'année. Sa préparation demande beaucoup de soins. Les Amérindiens en ont fait la base de leur alimentation. C'est quoi? C'est du cachiri. Et ça fait avec quoi? Manioc. C'est vachement bon. Ah ouais. Cette boisson s'appelle le kashiri, c'est la boisson favorite des Indiens. C'est la grand-mère qui le prépare avec le jus de manioc. Tous les matins et tous les soirs, nous nous retrouvons au fleuve. C'est l'unique voie de communication qui relie Ayawande au monde extérieur. Ici, on a l'eau potable, la salle de bain, les toilettes, on y fait tout. Et le soir, c'est vraiment agréable de venir se rafraîchir en s'amusant parce que la journée il fait vraiment très chaud. La saison des pluies est arrivée. Les averses diluviennes ralentissent la vie d'Ayawande. Nous en profitons pour étudier la forêt avec Jean-Baptiste de Panafieux, le scientifique de l'expédition. Déjà quand il fait beau, il fait sombre sous les arbres, sous la canopée, mais alors là, c'est vraiment la forêt pluviale. Hein. Là, en 2 jours, il a dû pleuvoir à peu près autant que la moitié de ce qui pleut à Paris en 1 an. C'est immense. Ouais, ici, il doit pleuvoir à peu près 3 mètres d'eau par an. Il faut imaginer une couche de 3 mètres d'eau chaque année. Les arbres puisent l'eau avec leurs racines et puis rendent l'eau dans l'atmosphère. C'est pour ça que l'atmosphère est complètement humide aussi dans la forêt. Il pleut tellement, c'est incroyable. La pluie est venue en quelques secondes seulement. La forêt amazonienne est le milieu le plus humide et le plus chaud de la planète. Le plus sombre aussi. Seulement 5% des rayons lumineux atteignent le sol. Cette forêt de la pluie représente pour les scientifiques un patrimoine naturel extraordinairement précieux. La vie explose ici en une diversité et une complexité qu'elle n'atteint nulle part ailleurs. Les forêts tropicales forment une ceinture verte tout autour de la planète, dans les régions où les pluies sont abondantes et la chaleur régulière. C'est quoi ce là? On va dire que c'est quoi? C'est bien ça. Ah bah ce sont des plantes épiphytes, ça. C'est quoi les plantes épiphytes? Les plantes épiphytes, ce sont des plantes qui vivent sur d'autres plantes.
Ah ouais, Ça les étouffe. c'est magique. Non, elles les étouffent pas, ce ne sont pas des parasites. Elles vivent en hauteur, elles sont fixées sur le tronc de l'arbre, elles reçoivent la pluie. Et puis elles peuvent vivre comme ça à 20, 30 mètres de hauteur. Oh. Ils ne sont pas des parasites. C'est tout à fait caractéristique de cette forêt, la forêt équatoriale. Ouais, c'est assez magique. Il y a plusieurs sortes d'épiphytes, c'est toute une race. Quoi. Ah, il y a plein, il y a des centaines d'espèces. Là, en Guyane, on connaît plus de 500 espèces d'orchidées simplement. Puis il y a plein d'autres sortes. Tout est saturé d'humidité. Cette pluie qui semble ne jamais vouloir s'arrêter, c'est elle qui fait la richesse de la forêt, mais aussi ses fragilités. Les sols d'Amazonie sont pauvres car les pluies abondantes les lessivent, emportant les particules nutritives. Si l'on coupait ici les arbres, l'humus disparaîtrait rapidement. Le sol deviendrait stérile, les arbres ne pourraient plus repousser. La jungle luxuriante que nous admirons pourrait devenir un désert. Ça me fait mal au bras, je me mouille tout partout. C'est pas possible. Ça va? Non. Ça va? Ouais. Elles sont géniales, ces racines, elles sont énormes. Et les arbres ici font parfois des contreforts qui leur permettent d'être plus stables sur le sol. Mais ces racines ne s'enfoncent pas en profondeur, il n'y a rien d'intéressant pour elles. Le sol est riche uniquement en surface. Alors les arbres, ils poussent droit vers le ciel, vers la lumière. Les arbres sont des plantes, enfin les arbres d'ici sont des plantes qui ont besoin de lumière, ils vont donc pousser tout droit vers le ciel. Et comme ils poussent tous, ils ont tous besoin de lumière, il y a une sorte de compétition entre eux, et ils vont tous se retrouver au même niveau, à 30-40 mètres au-dessus du sol, avec leurs feuilles qui sont situées très très haut. Mais les petits arbres qui sont là, ils n'ont pas de lumière non plus? Alors les petites herbes qui sont au ras du sol, les petits arbustes, les petits palmiers, ils peuvent vivre avec beaucoup moins de lumière. Et donc ce sont des plantes d'ombre qui sont capables de vivre dans ces conditions. Alors cet ensemble de branches à 30-40 mètres, avec toutes ces feuilles, ces fruits, ces animaux, c'est la canopée. C'est un monde à part. C'est un monde qu'on connaît mal. Les scientifiques ont commencé à s'y intéresser il n'y a pas très longtemps. Et ce qui est sûr maintenant, c'est qu'il y a un nombre d'espèces absolument gigantesques qu'on ne connaît pas encore et qui vivent là-haut. Partout, chaque fois qu'on va dans un arbre, on trouve des espèces nouvelles pratiquement. Des insectes, des oiseaux, des papillons. L'Amazonie, c'est un trésor de vie menacé par la convoitise des hommes. Chaque année, 3 millions d'hectares de forêts tropicales disparaissent à travers le monde. Avec les forêts, c'est l'habitat des derniers peuples indigènes qui est détruit. La fleur! On a pêché un caïman à l'arc et Ron, il nous donne un petit chien. C'est excellent, c'est vrai, monte. Le chien Oh, vrai. On l'a pêché à l'arc et Ron, il nous a donné un petit chien. Il s'appelle comment? Toupin. Oh, c'est cool. Renan, ils ont pêché un caïman, ils nous donnent un petit chien. Oh, c'est caïman. Caïman crocodile. Crocodile. Il est grand le caïman. Oh, d'accord, oui. C'est cool, non? Yes. C'est juste à côté du village en plus. Ça veut dire que quand on se baigne, il y a des caïmans qui sont sur nos pieds. Non, sur les vasières. Ah oui, swim in this water. Oh, lovely. Viens. Oh, qu'il est mignon. Oh, oui. How old is he? How old? Alors toi? Oh, ils sont bons. Si, crois-moi. Pierre, c'est un vrai Indien. Merci. Arrête! Les Amérindiens vivent en Amazonie depuis plus de 10 000 ans. Ils avaient développé un mode de vie bien adapté à la nature environnante qui assurait généreusement leur subsistance. Les Indiens auraient pu apprendre aux Blancs à vivre dans la forêt, mais ils ont toujours été méprisés, victimes d'un véritable génocide. Depuis le début du siècle, une tribu d'Amazonie disparaît chaque année.
Il fait bon vivre pourtant à Yaoundé. Gaëtan, Lydia ont réussi à préserver leur culture. Ils connaissent bien le monde des Blancs, mais ils préfèrent la vie indienne. Ils ne refusent pas cependant les apports de la modernité qu'ils jugent utiles. Ron et Erwin sauront-ils faire preuve de la même sagesse lorsque leurs parents ne seront plus là pour les guider? At the beginning, the people were really quiet. Quand on est arrivé, les gens étaient très calmes, ils ne voulaient pas trop parler. Mais quand tu découvres ce qu'ils ont dans le cœur, c'est tellement impressionnant que tu veux rester. Je crois que je vais être vraiment triste de partir. Les gens ici, ils prennent la vie du bon côté, ils ne sont pas nerveux, mais ils ont tellement de trésors en eux que c'est vraiment une aventure de les découvrir.